Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je vais vous présenter ici la classe autonome, qui est la pédagogie que j'ai développée dans ma classe d'histoire, géographie, éducation morale et civique, et le matériel, la création de ce que j'ai eu comme idée, de ce que j'ai créé, expérimenté avec cette classe. Donc, cette classe autonome, aujourd'hui, ça fait presque 2 ans qu'on l'expérimente. Euh, et elle est venue en fait d'un point de départ, d'une intuition que j'avais, où je voyais très bien que les élèves apprenaient beaucoup mieux quand ils faisaient les choses. Et cette intuition que j'ai eue m'a été confirmée quand j'ai découvert les pédagogies Montessori et Freinet notamment, où on mettait l'élève vraiment au centre de son apprentissage. Ça a été euh, une vraie révélation pour moi, et notamment la pédagogie qui a été développée par Céline Alvarez dans les maternelles. Je me suis dit, c'est extraordinaire, il faut absolument voir si c'est possible d'adapter cette philosophie en fait à des adolescents et à des programmes qui sont forcément beaucoup plus denses et beaucoup plus complexes. Donc, je me suis appuyée aussi sur ce qu'on trouve dans les neurosciences qui montrent que le cerveau est quand même plus en apprentissage et plus sollicité quand il est actif que quand il est passif, et que du coup, de faire simplement s'asseoir des élèves en cours, les faire écouter ou seulement recopier des choses, c'était assez peu efficace dans leur apprentissage, et je le voyais bien. C'était assez frustrant pour moi en fin d'année quand je leur demandais ce qu'ils avaient retenu. Je voyais bien qu'il y avait plein de choses qui étaient passées complètement à travers, et qu'il fallait absolument changer de méthode, que ça ne fonctionnait pas. Ici, on voit une pyramide qui montre que vraiment on apprend beaucoup mieux quand on fait, quand on enseigne, que c'est beaucoup plus efficace. Alors, j'ai lu récemment un article qui disait que ces pyramides étaient peut-être un peu obsolètes, ou qu'elles avaient été mal interprétées, et du coup j'ai trouvé donc dans cet article un cône qui explique justement comment le cerveau retient, et qui est très très intéressant aussi, et qui du coup arrive quand même à des conclusions qui sont à peu près les mêmes, qui disent que c'est quand on participe, c'est quand on fait les choses, c'est quand on est vraiment dans la concentration personnelle, que cela fonctionne. Donc voilà, j'ai décidé d'axer ici sur apprendre en faisant avec mes CAP. Et donc voilà ma classe, et comment elle fonctionne, cette classe autonome. Alors, on continue à faire du cours, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus être à 100% sur une seule pédagogie, que c'est en mêlant différents styles que ça fonctionne. Donc il y a toujours un cours magistral avec un cours papier, un diaporama qui dure 20 minutes, mais qui est quand même un échange entre le professeur, où on pose des questions, où on les fait quand même un peu participer. Ensuite, on passe vraiment à 45 minutes d'atelier en autonomie, et pour l'avoir testé, au-delà de 40-50 minutes, c'est trop long. Donc 45 minutes, c'est vraiment très très bien. 30, c'est un peu court, mais voilà, 45 minutes, 50 minutes, c'est vraiment ce qu'il faut pour travailler en autonomie. Et il y a toute une partie du cours qui est de la vérification et de l'ancrage. C'est 10 minutes, c'est au début du cours en fait, où on fait des quiz, notamment avec Kahoot ou avec Quiz Yourself, pour vérifier ce qui a été acquis, pour ancrer un petit peu les connaissances. Donc voilà comment ça fonctionne. Voilà, le cours papier, c'est un cours tout ce qu'il y a de plus, enfin, assez traditionnel, hein, avec des définitions à recopier. Le cours, voilà, donc c'est des cours que j'ai créés, mais que je me suis vraiment très très fortement inspirée de manuels, hein. Il n'y a rien de très révolutionnaire. Et un diaporama, voilà, avec voilà, des diaporamas pour les aider à visualiser. Ça, c'est 20 minutes. Et ensuite, ils ont une feuille avec tous les ateliers qu'ils peuvent faire, des ateliers obligatoires, des ateliers bonus. Et ils choisissent de le faire dans l'ordre qu'ils veulent, à leur vitesse, à leur rythme, autant de fois qu'ils ont besoin. S'ils veulent refaire un atelier, ils peuvent totalement. Ils sont autonomes. Donc en fait, ils vont chercher ici euh, la pochette qui correspond à l'atelier qu'ils veulent faire, le A, le B, le C, qui leur donne une consigne, et qui leur dit ce qu'il faut aller chercher comme matériel ou ce qu'il faut faire. Donc voilà, chacun fait des choses différentes. Donc voilà, ils ont une consigne ici, aller chercher une planche, remplir avec des stylos, effacer, vérifier. Donc voilà, ils ont une planche, et on voit ici les élèves font l'exercice.
Et ensuite, moi, j'ai un rôle de vérificateur. Je regarde que tout le monde travaille bien, que tout le monde fait bien ses ateliers, qu'on ne triche pas. Et ensuite, ils viennent avec leurs feuilles et moi, je tamponne avec 4 niveaux. Si c'est acquis, non acquis, très bien. Et pour eux, c'est vraiment très, très important cette vérification. Mais pourtant, ça n'a aucune valeur, ça n'a pas valeur de note, mais ils sont toujours très fiers d'avoir excellent ou très bien. Voilà, ça leur permet de faire leurs ateliers au fur et à mesure. Alors, quel type de matériel j'utilise en histoire-géographie? Donc, j'utilise différents types de matériel. D'abord, j'utilise des flashcards. Ça, c'est complètement inspiré de ce que j'ai trouvé chez Montessori, qui existe pour les petits. Et ben, je les ai simplement faites pour l'histoire-géographie des CAP, donc les cartes avec des dates, les personnages historiques, et pour la géographie, des espaces, des définitions. Voilà. Donc soit on retourne la carte pour avoir la réponse et du coup on peut apprendre dans les deux sens, soit comme ici on découpe et du coup il va falloir assembler. Autre type de matériel que j'utilise, ce sont les cartes avec les drapeaux. Donc, ce sont des cartes imprimées sur des feuilles A3 qui sont plastifiées, qu'ensuite on pose sur des petits cadres de polystyrène qui ont été découpés par notre professeur de pâtisserie, je le remercie, à la bonne taille. Et voilà. Et ensuite, on fabrique les drapeaux à la main, hein, cure-dent. On a un petit papier, on plastifie. Et on peut faire ça donc pour les cartes, on peut faire ça pour les schémas. Je l'ai fait cette année aussi pour les tableaux, par exemple la liberté guidant le peuple, ils doivent retrouver où est la baïonnette, où est le drapeau, où est la liberté, où est l'enfant, où est le bourgeois. Bon bah voilà, il repose sur le plateau. Ça fonctionne très très bien. Encore une fois, inspiré de ce que j'ai vu chez Montessori, hein. Ensuite, il y a des créations. Donc, par exemple, ici, c'est pour apprendre les échelles en géographie. C'est un document que j'ai complètement pris sur Internet qu'un professeur partageait, qui est utilisé pour les écoles primaires. Mais moi, mes CAP, c'est pas encore très clair, hein, les échelles en géographie et le bon ordre. Donc, voilà, ça peut être très utile. Donc là, il découpe, il colle. Et ça, vraiment, quand je corrige les copies, je vois la différence pour ceux qui sont passés par cet atelier. Ensuite, il y a ce que j'appelle les planches effaçables. Donc, c'est simplement une carte qui est imprimée sur des feuilles, vous savez, qu'on avait sur les anciens rétroprojecteurs. Donc, on imprime pareil, une carte ou un schéma. Je le colle ensuite sur une espèce de plaque de carton. Et les élèves, avec des stylos, donc type stabilo, vont pouvoir refaire le schéma, refaire la carte, effacer avec un mouchoir sec et refaire autant de fois qu'ils le souhaitent. Ça marche pour tout, les schémas, les cartes peut fonctionner pour vraiment beaucoup de choses. Ensuite, c'est des quiz. Donc, des quiz qui se font sur téléphone avec le site Quiz Yourself. Ils ont des documents ou des morceaux de cours, ou ici par exemple c'est les feuilles mon quotidien, et ils répondent directement sur Quiz Yourself, et comme ça ils ont la correction aussi en instantané, et c'est ce qui fait euh, qu'ils sont complètement autonomes, tout le matériel est autocorrectif. Ils peuvent aussi avoir des quiz sur vidéo. Donc, dans ce cas-là, ils ont un flashcode, un QR code, ils regardent la vidéo et le quiz se fait sur papier. Ils répondent à la main. Et c'est tout ce que je voulais dans cette classe autonome. Je ne voulais pas que du tout numérique ou que du tout Montessori. Je voulais allier un petit peu tout ce qui existe pour le mémoriser le mieux, pour que l'information rentre le mieux et y reste le plus longtemps possible et qu'ils comprennent vraiment ce qu'ils font. Et ensuite, ils ont des études de documents, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, une étude de documents ici, les cahiers de doléances, on doit souligner des choses. Euh, Ça peut être des choses à rédiger. La classe autonome, je suis en train de la développer pour les BP, et bien eux, c'est encore plus abouti comme raisonnement. Donc, ils ont carrément des paragraphes argumentés à faire à partir de documents. Donc, voilà, ça c'est tout ce qu'il y a de plus basique, ça existe déjà. Et c'est ce qui j'aime dans cette pédagogie, c'est que c'est pas quelque chose de complètement révolutionnaire. Ce qui est révolutionnaire, c'est la posture que prend le professeur. Il se met en retrait, il fabrique le matériel et le matériel ensuite est utilisé par les élèves. C'est exactement ce qu'on ferait en cours, étudier le schéma de la Ve République, étudier les cahiers de doléances, étudier la liberté guidant le peuple, étudier les définitions. On le ferait en cours, sauf que la grande différence ici, c'est que l'élève le fait seul, en autonomie, à son rythme, et ça change tout, vraiment. Et enfin, ils peuvent aussi avoir des jeux en ligne. Alors là, j'ai pris des sites qui existaient déjà, qui étaient déjà tout prêts avec des quiz, donc jeuxpédago.com, sur lequel il y a plein de choses sur la géographie et l'histoire. Et ça, ils aiment bien le fait qu'il y ait écrit jeu en ligne, tout de suite, ça leur plaît. Ils le font soit sur téléphone, soit sur ordinateur, parce que
l'écran du téléphone est un peu petit, donc on est en train de voir pour commander des tablettes pour avoir des écrans un petit peu plus grands. Voilà, ça fonctionne bien aussi. Ils ont des mind maps, hein, les mind maps fonctionnent très bien, donc c'est à eux de dessiner par exemple, ou il y a le dessin et c'est à eux de retrouver le mot. Parfois je le fais en 3 étapes aussi, je leur demande d'abord le dessin, ensuite le mot, et dans la troisième mind map, elle est complètement vide et c'est à eux de tout refaire. Voilà, donc j'utilise aussi des mind maps. Et puis dernier matériel que j'utilise, c'est des détournements de jeux. Donc on a créé ici un jeu qui est avec tous les personnages de la Révolution française et de la Restauration. Et j'essaye de trouver actuellement des poupées russes. J'en veux 8 parce que je veux les 8 présidents de la Ve République et j'ai du mal à trouver. Souvent c'est 5. Et ça, c'est parfait pour apprendre vraiment la chronologie, quel président vient après quel autre. Et c'est parfait pour notre chapitre sur la République. Je regarde aussi pour faire un jeu de cette famille, pareil avec le politique, les systèmes politiques. Donc tout le matériel est autocorrectif, les quiz sont autocorrectifs et pour tout ce qui est études de documents, eh bien, ils ont des classeurs corrections dans lesquels il y a toutes les corrections de tous les ateliers. Donc ils les prennent quand ils ont fini et ils peuvent comme ça vérifier eux-mêmes. Et ça, c'est hyper important. Là encore, les neurosciences montrent que l'autocorrection, l'auto-évaluation est très très bénéfique pour l'apprentissage. Hop. Alors, les points forts de cette méthode, eh bien, c'est que l'élève va gagner en autonomie, ça c'est sûr, d'où le nom qu'on a choisi, la classe autonome. L'élève est vraiment investi dans son travail et du coup, l'apprentissage se fait mieux parce qu'il est investi, il n'est pas passif. L'élève est concentré. Et ça, vraiment, j'essaye de ne pas casser leur concentration quand ils sont en train de faire un atelier, de les laisser vraiment faire à leur rythme. Donc le quatrième point, c'est qu'ils vont à leur rythme, et ça c'est hyper important dans les classes de CAP parce que nous, on a des élèves qui arrivent qui parlent très peu français, on a des élèves qui sortent de quatrième, des élèves qui sortent de première, des élèves qui sortent de l'université, qui ont un bac. Il faut qu'on ait du matériel pour tout le monde et à des niveaux différents. L'élève retient beaucoup mieux parce que c'est lui qui le fait et l'élève travaille à son niveau et ça, c'est important. Il y a bien sûr des points à améliorer, hein, c'est pas une méthode parfaite et miracle, hein. L'apprentissage de l'autonomie, c'est pas évident pour toutes les classes, c'est pas évident pour tous les élèves, donc parfois c'est compliqué que tout le monde se lève, que tout le monde aille chercher sa feuille. C'est pas évident, donc il faut bien le cadrer dès le début. Le travail en groupe, ils aiment beaucoup travailler en groupe, mais du coup, je leur rappelle souvent que c'est pas la seule option et qu'il faut aussi apprendre à vérifier ses connaissances personnelles pour l'examen. Et puis le point que je dois absolument améliorer, c'est les consignes. Toutes les consignes sont à l'écrit et pour les élèves qui sont dyslexiques, c'est un vrai souci. J'aimerais pouvoir, mettre tout, c'est ce que je suis en train de faire, d'essayer de tout mettre en PDF pour qu'ils puissent les lire avec l'application Balabolka, avoir la synthèse vocale. Après, dans les classes, comme le professeur est en retraite, j'ai quand même le temps de passer entre les élèves, si un élève n'arrive pas à lire la consigne, de lui expliquer. Mais c'est un point à améliorer. Et puis, ce qu'il faut améliorer aussi, c'est gérer l'activité de la classe, c'est-à-dire le mouvement, le bruit. C'est quelque chose qui est revenu quand on a demandé aux élèves anonymement ce qu'ils avaient pensé de cette année de classe autonome. La gestion du bruit et du mouvement, effectivement, c'est pas simple pour tout le monde, ça dépend des classes, donc c'est à améliorer. En tout cas, les résultats sont là. Les notes sont bien meilleures, en augmentation en moyenne de 30% des notes des élèves. 98% des élèves interrogés apprécient cette méthode, 80% la recommandent. J'ai beaucoup d'élèves qui me disent, mais madame, pourquoi on ne travaille pas tout le temps comme ça? Pourquoi les autres professeurs ne font pas ça? Pourquoi on n'a pas appris à travailler comme ça quand on était au collège, etc. Donc, il y a une vraie demande des élèves de diffusion de cette philosophie pédagogique. Donc, justement, le développement, c'est l'idée pour la suite. Je suis en train de fabriquer donc la classe autonome de deuxième année, c'est bon, elle est fabriquée. Je suis en train de fabriquer la classe autonome de BP et pareil, c'est vraiment un bonheur. Je ne devais pas la fabriquer avant 1 an et sincèrement, je ne pouvais plus faire cours à l'ancienne. Ça me coûtait. Je voyais les élèves s'endormir, je voyais les élèves ne pas être vraiment acteurs de leur apprentissage. Je me suis dit, allez, il faut y aller. Donc les BP sont en train de tester le matériel de classe autonome et c'est sans appel. Eux-mêmes me disent c'est génial, c'est beaucoup mieux d'apprendre comme ça, etc. Et mon idée, c'est pas que ça reste au CFA Simone Veil, c'est de la diffuser cette pédagogie, c'est de former les enseignants à l'utiliser, d'où cette vidéo. Je pense que essayer cette pédagogie, c'est l'adopter. La preuve, c'est que moi, j'arrive plus du tout à revenir en arrière, même sur des cours que j'adorais faire.
j'arrive plus à revenir à la façon dont j'enseignais avant. Donc, il faut absolument diffuser cette méthode. Ça fonctionne, les élèves sont contents, les notes augmentent. Pourquoi est-ce qu'on ne diffuserait pas plus ce type de matériel? Alors certes, c'est du travail, vous allez me dire, c'est beaucoup de travail de préparer tous ces ateliers, mais oui, mais les professeurs passent un temps fou à préparer leurs cours magistraux. Vous passez aussi beaucoup de temps à le faire. Donc, il faut juste prendre ce temps et faire voilà, autrement, faire avec du matériel. Et puis, une fois que c'est créé, là, vous allez gagner aussi en qualité, c'est-à-dire que la fatigue n'est pas du tout la même quand on enseigne en classe autonome. On enseigne moins, les élèves apprennent plus. C'est vraiment tout bénef. Donc, vraiment, je pousse tous les professeurs à essayer cette technique, à l'adapter à leur propre philosophie aussi, à leur façon d'enseigner, à leur matière, mais ça peut s'adapter à n'importe quel niveau, n'importe quelle matière. C'est juste l'idée, je me mets en retrait, je fabrique le matériel et les élèves travaillent sur le matériel. Et ça vous permet d'être partout en même temps puisque vous êtes dans tout le matériel que vous créez. Voilà, j'espère que ça vous a convaincu. Si vous avez d'autres idées, d'autres matériels que vous avez créés, d'autres choses que vous avez testées dans vos classes, eh bien, moi, je suis preneuse, puisque tout ce que j'ai développé là, ça m'est venu pas comme ça. C'est des choses que j'ai vues de professeurs, et notamment de beaucoup de professeurs de primaire qui ont des idées incroyables. Donc, voilà, n'hésitez pas à diffuser cette philosophie, à l'utiliser le plus possible. Testez-la, ne serait-ce que sur un cours, vous allez voir, c'est bluffant. Voilà. J'espère que c'est très clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ciao.